Merci de votre fidélité sur WAB Info Télévision. Mesdames et messieurs, où que vous soyez, nous sommes très contents de vous savoir aussi nombreux pour décrypter ces actualités. Pour vous, la politique en République démocratique du Congo qui s'invite justement face à tous ces conflits bien sûr armés, la sécurité qui est loin aussi de trouver des solutions pour que les gens vivent aussi dans la quiétude en République démocratique du Congo. Les initiatives sont aussi constatées ça et là, que ce soit au pays tout comme en dehors des frontières de la République démocratique du Congo. Les alliances se font tout comme elle peut, encore une fois, être bouleversée. C'est tout à fait aussi normal, là, surtout avec la politique en République démocratique du Congo. Joseph Kabila qui revient justement sur la scène hein, en mettant autour de lui les figures emblématiques de l'opposition politique congolaise. Pas de Katumbi, pas de Fayoulou, pas de Deli Sesanga, pas de Jean-Marc Kaboun, mais il essaie quand même de réunir autour de lui quelques opposants aussi qui ont une influence sur la scène politique en République démocratique du Congo. On va donc en parler, surtout, mesdames et messieurs, la partie qui nous intéresse le plus, c'est bien sûr toutes ces réactions de la part de certains ministres du gouvernement, j'ai dit souminois, bien sûr, donc les camps Félix Tshisekedi, donc le gouvernement, l'exécutif congolais qui ne cesse de réagir à cette sortie, bien sûr, d'une nouvelle plateforme voilà, politique dans laquelle on retrouve quelques figures de la société civile et les acteurs politiques, comme je le disais. Alors, on va donc faire un point sur les conclaves de l'opposition au niveau des Nairobi, bien sûr, présidé par Joseph Kabila et toutes les réactions y afférentes. Vous êtes en tout cas nombreux sur Web Info. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs, et nous vous appelons aussi à commenter cette production. Qu'est-ce que vous pensez de cette alliance des opposants autour de Joseph Kabila? Ça représente quoi sur la scène politique? Qu'est-ce qu'on peut attendre comme solution avec cette organisation politique voilà, qui vient de voir les jours à Nairobi pour trouver aussi des solutions, pour apporter aussi des solutions voilà, à la crise sécuritaire qui traverse la République démocratique du Congo, surtout lorsqu'on évoque aussi, mesdames et messieurs, toutes ces tensions qui ne font qu'aussi augmenter. On est en direct, bien sûr, sur Web Info. Commentez, mesdames et messieurs, et n'hésitez pas aussi à faire des j'aime. Donc, nous vous attendons aussi nombreux pour dire quelque chose. Web Info, toujours à votre compagnie. Qu'est-ce qui s'est passé à Nairobi les 2 derniers jours? C'est quoi encore cette coalition ou même cette plateforme, hein, justement? Parce que là, on ne sait pas si on peut l'appeler politique ou comment, mais quand même, il y a plusieurs figures hein, aussi que vous connaissez, vous aussi. Un nouveau mouvement politique. Voilà, peut-être avec cette appellation, ça va un peu mieux. Un nouveau mouvement politique vient de voir les jours autour de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Donc, il s'agit de Sauvons la République démocratique du Congo. Sauvons la République démocratique du Congo. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ces noms-là. Voilà, Sauvons la République démocratique du Congo, Sauvons le Congo. Plusieurs appellations, bien sûr, allant dans le sens toujours de répondre à un défi aussi, que ce soit sécuritaire ou même une mauvaise gouvernance. Oui, les alliances se font toujours dans ce sens. Alors, cette organisation politico-civile née à la suite du conclave tenu du 14 au 15 octobre à Nairobi. Là, nous sommes au Kenya. Alors, il y a eu donc des différents acteurs politiques qui ont justement pris part à ces assises, à savoir Frank Diongo, Augustin Matata Mponyo, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, est condamné bien sûr au niveau de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Boukangalonzo, Seth Kikuni, Jean-Claude Wemba, Théophile Mbemba et autres bien sûr qui ont accepté d'endosser les 12 propositions de Joseph Kabila pour la sortie de la crise. Alors, ils appellent toutes les autres forces, donc les forces politiques, sociales, aussi en République démocratique du Congo, à se joindre, bien sûr, à leur mouvement en vue de lutter contre la dictature du régime en place. Donc, c'est
une initiative justement pour contrer Félix Tshisekedi aussi à rester le plus longtemps possible au pouvoir, mais également la gestion qu'il ne cesse de décrier, une gestion aussi calamiteuse selon les opposants qui viennent de lancer ces mouvements politiques, ces mouvements politico-civils, disons-le ainsi, à Nairobi. Alors, il décide donc de s'approprier, comme je le disais, les 12 propositions, disons les 12 priorités visant à restaurer le Congo, proposées bien sûr par Joseph Kabila, actuel sénateur à vie en République démocratique du Congo. C'était à l'occasion, comme vous le savez, de son adresse à la nation du 23 mai 2025. Et surtout en particulier, celle relative à la mise en terme de la dictature, lance un appel à toutes les forces politiques et sociales qui partagent aussi la feuille des routes, mais également l'agenda ainsi défini, à rejoindre à la présente plateforme en vue de poursuivre ensemble la lutte contre la dictature. Alors, c'est Kikouni qui a fait la lecture, mesdames et messieurs, de cette déclaration, après les conclaves, un conclave qui a pris des jours à Nairobi. Plusieurs interprétations. Pourquoi toujours Nairobi? Parce que je vous rappelle encore les caches, cette coalition qui a permis, ou disons qui a accompagné le président Félix Tshisekedi jusqu'à la magistrature suprême en 2018, avait vu le jour aussi à Nairobi. L'AFC, c'est à Nairobi et l'avait vu les jours. Alors aujourd'hui, on parle aussi des discussions qui étaient menées au niveau de Nairobi, le processus de Nairobi, rappelez-vous, entre le gouvernement congolais et tous les groupes armés. Donc les groupes armés confondus. L'AFC M23 MMA, il y avait des assises à Nairobi. Donc, Nairobi devient un tout petit peu, c'est Carrefour, où passe justement dans tous les vents qui semblent aussi souffler sur la scène politique en République démocratique du Congo. Alors, cette Kikouni qui a fait la lecture, mesdames et messieurs, on va vous laisser le suivre et puis on va revenir surtout avec des réactions, comme vous pouvez le constater, farouches du gouvernement congolais. Patrick Mouya, dans un briefing presse animé depuis les États-Unis, Patrick Mouya, Julien Paluku ont donc répondu à cet appel, bien que ce n'est pas et que l'appel est adressé. Le président Félix Tshisekedi, lui, avait répondu aussi indirectement, bien avant même que le conclave ait lieu. Et le gouvernement congolais, donc plutôt le président Félix Tshisekedi, lui avait dit qu'il ne peut pas accepter un dialogue avec ceux-là qui sont en train de jouer les jeux ou disons de venir avec les désidérata des agresseurs. Il était catégorique sur ces points. Donc suivez cette Kikouni, mesdames et messieurs, puis on va revenir pour d'autres détails. Julien Paluku et Mouyaya que vous allez suivre réagissant à cet appel des opposants depuis Nairobi. Conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo tenu du 14 au 15 octobre 2025. Déclaration finale. Les forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo se sont réunies en conclave sous la présidence de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, du 14 au 15 octobre 2025 dans la ville de Nairobi au Kenya. Elles ont procédé à l'analyse minutieuse de la situation générale du pays et évalué la nécessité de se rassembler pour conjuguer leurs efforts dans le cadre de la résolution de la crise multiforme qui secoue la République démocratique du Congo. Dans ce cadre, elles se sont penchées sur l'ordre du jour ci-après. 1. Analyse approfondie de la crise que traverse la République démocratique du Congo. 2. Définition de la réponse collective apportée à ce jour à la crise. 3. Voie de sortie de crise. S'agissant du premier point, les participants au conclave ont reconnu l'existence d'une crise profonde et multidimensionnelle.
crise politique et sécuritaire, crise économique, crise sociale, crise de dignité, crise de violence, crise de vision, crise nationale et régionale. Ainsi, sur le plan politique, la double crise de légitimité et de légalité qu'accusent les pouvoirs en place depuis plusieurs années, et en particulier depuis les violations intentionnelles et successives de la Constitution et le reniement de l'accord global et inclusif par le pouvoir en place, lesquels avaient permis pourtant la réunification du pays, la réconciliation nationale et l'instauration d'un nouvel ordre politique, ont été à la base de la crise profonde que connaît le pays. Cette crise s'est aggravée par la guerre et la violence qui sévissent dans la partie est et ouest du pays, et plus particulièrement aussi avec la forfaiture électorale de 2023 qui a donné lieu à un rétrécissement de l'espace politique, à une marche rétrograde quant aux acquis démocratiques, ainsi qu'à la désarticulation des équilibres institutionnels et sécuritaires chèrement obtenus. En outre, la volonté du pouvoir d'engager la révision de la Constitution dans un tel contexte fragilise davantage la cohésion nationale, déjà mise à mal par l'absence d'une culture de dialogue et la prolifération d'antivaleurs telles que le tribalisme et l'antagonisme communautaire. Enfin, le refus du pouvoir de s'inscrire dans la dynamique de dialogue inclusif telle que proposée par la CENCO et l'ECC, soutenue par le peuple congolais et la communauté internationale, ne laisse pas d'ouverture à la résolution de la crise multiforme que connaît le pays. Sur le plan économique, la gouvernance publique enregistre des contre-performances qui éloignent le pays de toute perspective de progrès et de développement. Les participants ont de ces faits déploré l'instabilité du cadre macroéconomique, alimenté par des politiques irrationnelles, fondées essentiellement sur une propension à la prédation et à la corruption. Plus particulièrement, la gouvernance caractérisée par des finances publiques déficitaires de façon chronique assombrit le quotidien et les perspectives de la République démocratique du Congo, avec pour conséquence d'hypothéquer l'avenir des générations futures. Sur le plan social, à l'image du dernier classement du PNUD, pointant la République démocratique du Congo au rang de pays le plus pauvre du monde, la crise se décline en forte dépréciation des indicateurs socio-économiques. Le quotidien des Congolais est ainsi marqué par une inflation galopante, accompagnée paradoxalement d'une appréciation factice du franc congolais, la rareté des services de base tels que la desserte en eau potable et en électricité, la dévalorisation de l'éducation nationale et les difficultés d'accès aux soins de santé primaires. À cela s'ajoute le taux de chômage élevé, la violence urbaine et les embouteillages monstres qui illustrent à suffisance les carences en matière de gestion urbaine. En définitive, les participants notent la détérioration de la situation générale du pays et l'incapacité de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, nonobstant sa mainmise sur les leviers du pouvoir, à piloter une quelconque politique publique susceptible de répondre aux besoins pressants de notre population, au point que, dans l'imaginaire collectif, seule son incompétence et son irresponsabilité
pourrait expliquer de manière singulière toutes les difficultés que traverse notre pays depuis son avènement en janvier 2019. S'agissant du deuxième point, les participants ont évalué les réponses collectives, réalisé leurs faiblesses et inadéquations avec la gravité de la situation que traverse le pays. S'agissant du troisième point, fort du diagnostic posé avec rigueur, les forces politiques et sociales réunies en conclave sur l'avenir du Congo, 1. Constatent avec gravité la détérioration continue de la situation sécuritaire dans l'Est du pays et ce, en dépit de la tenue des négociations directes à Doha au Qatar entre le gouvernement congolais et le mouvement AFC-M23, lesquelles négociations ont conduit à la signature, le 27 juillet dernier, de la déclaration de principe assortie de plusieurs engagements dont la cessation des hostilités entre parties au conflit, ainsi que le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu en République démocratique du Congo, signé le 14 octobre 2025. 2. Dénonce avec fermeté la dégradation de la situation sécuritaire dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, sous administration militaire dans le cadre de l'état de siège. 3. Expriment leur solidarité et réaffirment leur proximité patriotique à l'endroit de tous les compatriotes victimes de violences de tous ordres dans la partie est de notre pays, dans le Kwango, dans le Kwilu, dans le Maïndombe, ainsi que dans les centres urbains de Kinshasa et du Haut-Katanga. Dans la même déclaration, ce nouveau mouvement politique autour, bien sûr, de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, lui qui est aussi condamné, il faut le préciser, réitère son soutien au dialogue justement prôné par la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, et l'Église du Christ au Congo pour la sortie de la crise que traverse bien sûr la République démocratique du Congo. Une crise aussi multiforme. Voilà, elle n'est pas seulement sécuritaire, elle est aussi politique, économique. Voilà, ça touche donc plusieurs secteurs de la vie nationale. Aussi, ils ont dénoncé les rétrécissements, bien sûr, de l'espace civique et politique. Voilà, c'est à Nairobi que tout ceci, mesdames et messieurs, s'est déroulé. Alors, côté gouvernement congolais, il fallait à tout prix qu'il y ait des réactions. Voilà, et c'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a commencé. Et lui, il voit en quelque sorte, il considère ça comme étant une messe noire. Et on se pose toujours la question, pourquoi Nairobi? Qu'est-ce qui se passe avec Nairobi? Il y a toujours aussi ces tensions diplomatiques entre Kinshasa et Nairobi par rapport aux différents événements qui se déroulent dans la capitale kenyane. Alors, récemment, c'était avec les conciles. Selon les rumeurs qui avaient bien sûr circulé, disaient qu'il vient d'être nommé fraîchement pendant que l'AFC M23 est à Goma. C'est que le Kenya ne cesse toujours de démentir. Et là, l'ambassadeur, ou disons les chargés d'affaires du Kenya, étaient même convoqués au ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo pour plus d'explications par rapport à tous ces événements. Alors, voilà, mesdames et messieurs, comment les choses sont en train d'évoluer. Alors, c'est depuis Washington que le gouvernement congolais, ou disons, quelques ministres du gouvernement congolais, on ne considère pas ça comme étant une réaction officielle du gouvernement, mais ce sont des ministres qui se sont exprimés. J'ai parlé de Jacquemain Chabani qui a commencé, Patrick Mouya et Julien Paluku, ils ont aussi réagi, voilà, donc à cette sortie, ou disons à cet appel du mouvement appelé Sauvons la République démocratique du Congo, parce qu'ils considèrent que le pays est en danger. La guerre, toutes ces histoires, et surtout la méfiance des part et d'autre. Il faut le dire, il y a une méfiance aussi totale. Dès lors qu'on dit au président, on demande au président de dialoguer, je ne sais pas, de discuter entre Congolais tout d'abord, mais il est
réticent, il ne refuse pas, il n'accepte pas. Et ça laisse planer aussi un doute, même dans les chefs des églises, donc l'église catholique et l'église du Christ au Congo. Voilà un peu comment les choses sont en train d'évoluer. Alors, suivez tout d'abord Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. Lui, il considère ça comme étant, bon, pas une réunion bien sûr des opposants, mais pour quelle finalité? Voilà, Patrick Muyaya a très dire envers non seulement Joseph Kabila, mais toute sa compagnie, les Franck Diongo, les Seth Kikuni, les Jean-Claude Vouemba, Matata Mponyo, il ne faut pas aussi l'oublier. Il y avait aussi les José Makila. Donc, surtout, les membres aussi influents du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. On a vu les Raymond Tibanda, Némi Mouilania. Voilà, ils étaient nombreux justement, sans oublier cette femme politique, elle qui a pris les rênes des partis politiques au FEDEC après la mort de son père. C'est la fille de Venant Chipasa, honorable Venant Chipasa. Sa fille, elle s'appelle Filia Chipasa. Elle est aussi là, donc elle a même fait la lecture. Alors, suivez d'abord Patrick Muyaya, lui qui réagit. Comme toujours, il ne garde pas sa langue dans la bouche lorsqu'il parle des opposants, lorsqu'il évoque aussi toutes ces questions. Avec cela qu'on acquise d'être de mèche avec les agresseurs de la République démocratique du Congo, comme on les appelle souvent à Kinshasa et surtout par le gouvernement congolais. Suivez Patrick Muyaya. Bon, alors, vous me posez la question sur Nairobi. Évidemment, je me ferai compléter par mon collègue sur le sujet. Mais d'abord, pour nous, ce n'est pas la question principale. C'est une question accessoire, j'ai envie de dire. Tout à l'heure, lorsque j'ai discuté avec un compatriote à ces sujets, il m'a dit, mais monsieur le ministre, ne voyez-vous pas que c'est comme un étrange mélange de fugitifs, de condamnés ou des personnes qui sont liées par un point commun qui s'appelle la frustration et qui se sont retrouvées malheureusement dans un pays qui commence à devenir, ou dans une capitale qui commence à devenir un peu une capitale de complot contre la RDC. J'ai pas besoin de rappeler les tristement célèbres mouvements qui se sont nés là-bas, ou les réunions qui se sont nées là-bas, donc Nairobi. Et puis lorsque vous regardez les personnes qui s'y retrouvent, vous voyez, il y a comme un climat de nostalgie, des privilèges perdus. Et aujourd'hui, lorsque vous lisez ce qui en est ressorti, vous avez maintenant la certitude que l'action du président de la République, dont on a parlé durant ces briefings, est une action qui énerve. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de relever la République démocratique du Congo. Et cette idée est sûrement insupportable pour les uns et les autres qui n'ont pas pu, pour les années où ils étaient là, de donner un tel espace à la République démocratique du Congo. Je disais tout à l'heure, on a fait 6 revues successives. Pour la première fois encore réussi un programme. Aujourd'hui, si vous regardez les portefeuilles de projets Banque mondiale à RDC, c'est plus de 8 milliards. Alors aujourd'hui, si vous regardez la taille de notre budget, bien que ce soit encore modeste par rapport à nos capacités, vous voyez les efforts qui sont consentis. Si vous regardez la gratuité, nous sommes dans un pays qui quotidiennement est en train d'avancer. Et le prétexte de la réunion, c'est un prétexte soi-disant de la paix. Mais nous connaissons les rôles des uns des autres dans l'histoire et dans les présents, dans la déstabilisation du pays. Et donc il faudrait peut-être pas qu'on se trompe. Et malheureusement, encore une fois, ils se sont auto-disqualifiés parce que le président de la République disait à Bruxelles qu'il n'organisera pas, ou les personnes qui doivent participer au dialogue doivent être des personnes qui sont capables de nommer l'ennemi. L'ennemi n'a pas été nommé. Ça veut dire encore une fois qu'il y a cette forme toujours de complicité des Congolais qui veulent s'associer à l'œuvre de la destruction de ce que nous sommes en train de construire, parce que nous voulons trouver des solutions, non pas seulement pour les Congolais d'aujourd'hui, mais nous voulons trouver des solutions pour les Congolais de demain. Et donc, il faut considérer que pour nous, c'était un non-événement. L'événement était ce que nous avons fait à Washington, et que pour nous, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, le président de la République a déjà tracé la voie. Nous avons un processus qui se tient ici à Washington, un autre qui se tient à Doha, et à l'intérieur du pays, le président de la République a déjà rassemblé toutes les confessions religieuses qui ont une feuille de route, et en tant que garant de la nation, article 69 de la Constitution, les moments venus, c'est lui qui décidera, mais il a déjà préalablement défini les lignes, parce qu'il ne sera pas question de faire un dialogue avec les représentants de ceux qui sont nos agresseurs aujourd'hui. Monsieur le ministre Paluku,
Patrick Mouyaya, très direct, bien sûr, envers les opposants, voilà, autour de Joseph Kabila à Nairobi, lui qui est aussi, je tiens à le dire, un ancien allié de Joseph Kabila. Patrick Mouyaya, pour ceux qui ne le savent pas, les membres du parti politique PALU, Parti Lumumbiste d'Antoine Gizenga, un parti qui était en alliance depuis 2006, tout juste après les élections de 2006, avec les PPRD de Joseph Kabila, jusqu'aux élections de 2018. C'est seulement en 2023 que cette alliance avait cessé aussi d'exister, parce que les PALU étaient déjà dans l'union sacrée de Félix Tshisekedi, et c'est avec cette plateforme qu'elle avait aussi concouru aux élections, donc il avait plutôt concouru aux élections de 2023. Mais c'est quelqu'un qui a et aussi travaillé aux côtés de Joseph Kabila. Mais là, on comprend peut-être sa posture. Porte-parole du gouvernement, il fallait quand même qu'il puisse dire quelque chose pour cette sortie médiatique. Et pour lui, il ne voit pas en cet appel, voilà, des opposants, je disais même un souci, voilà, pour la bonne marche de la République démocratique du Congo. Parce que pour lui, il y a déjà des avancées sur le plan développement, sur le plan même de l'éducation. Il fustige aussi le fait pour les opposants de ne pas condamner l'agression. Comme le président Félix Tshisekedi lui-même l'a dit récemment en Belgique. Alors déjà, c'est la même posture du gouvernement congolais. Alors qu'est-ce que vous pensez? C'est la question qui reste pendante pour vous, mesdames et messieurs, pour que vous puissiez aussi donner votre point de vue, votre lecture par rapport à cette sortie, cette plateforme, de ces mouvements politiques, les Sauvons, la République démocratique du Congo, qui sera dirigée par Joseph Kabila. Autour de lui, plusieurs opposants qui viennent d'adhérer. On nous a parlé de cette qui connaît. Tous ces opposants désignent Joseph Kabila comme étant leur président. Je vais revenir pour vous donner quand même les grandes résolutions, les 4 premières résolutions du mouvement Sauvons la République démocratique du Congo. Première révolution, rejet de la condamnation à mort de Joseph Kabila. Deuxième, réunion chaque 3 mois. Donc, chaque 3 mois, ils seront en train d'organiser des réunions. Alors, où est-ce que les mêmes opposants vont, si une fois ils reviennent en République démocratique du Congo, ils auront la même possibilité de quitter le pays pour aller s'organiser encore une fois, ou même, ou soit ça va se faire à distance, peut-être. C'est possible aussi vu la technologie de l'ère. C'est possible. Nomination, là c'est la troisième résolution. Nomination de Joseph Kabila comme président. Donc c'est Joseph Kabila qui est le président de ces mouvements politiques appelés Sauvons la République démocratique du Congo. À ne pas confondre avec Sauvons le Congo du pasteur Coutinho, le père de l'actuel ministre de la Jeunesse. Donc lui, il avait aussi créé un truc pareil avec le Fayoulou et les restes. Mais aujourd'hui, Joseph Kabila vient de créer son mouvement appelé Sauvons la République démocratique du Congo. Mais c'est les mêmes pays qu'il faut sauver. Les mêmes pays que voulaient sauver Martin Fayoulou et les pasteurs Coutinho, c'est les mêmes pays que Joseph Kabila veut aussi sauver. Peut-être là où il y a une différence, c'est parce que le leadership n'est plus peut-être les mêmes, parce qu'aujourd'hui on a Félix Tshisekedi, à l'époque c'était Joseph Kabila. Quatrième et dernière grande résolution qu'on a retenue pour vous, s'approprie les 12 résolutions proposées par Joseph Kabila en mai dernier. Voilà, mesdames et messieurs, les 4 grandes résolutions. D'abord, ils ont condamné, ils ont rejeté la condamnation à mort de Joseph Kabila. Puis d'autres points viennent justement après. Voilà, mesdames et messieurs, ce que ça représente. Il y a déjà des réactions à Bedi. Kapenga qui nous dit, Mouyaya, il dit que Mouyaya c'est un aventurier, c'est lui-même qui le sait pourquoi il appelle ainsi. Abedi, Kapenga, pourquoi vous dites que Mouyaya est qualifié d'aventurier? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est mieux de revenir. Hein? Surtout, dites-nous, vous nous suivez depuis où? C'est très important aussi. Alors, appelé à prendre, là c'est avec le président Félix Tshisekedi, lui qui est appelé à prendre bien sûr des décisions pour la convocation justement du dialogue national près de 2 mois après la publication de cette feuille de route par les confessions religieuses. Félix Tshisekedi tarde encore les pas malgré bien sûr les multiples interpellations au niveau interne. Les interpellations qui viennent
des forces socio-politiques congolaises ou des pays amis de la République démocratique du Congo. Alors, si pour certains opposants, il s'agit d'une manœuvre de Félix Tshisekedi en vue d'obtenir les glissements de son mandat au-delà de 2028, alors au niveau du gouvernement, donc au niveau de l'exécutif en République démocratique du Congo, on évoque un problème d'agenda. Donc il y a un problème d'agenda, c'est ce problème d'agenda qui fait que le président Félix Tshisekedi n'accorde pas une réponse aussi directe à la feuille des routes aussi présentée par la CENCO et l'ECC. Au cours, comme je le disais, avec ces briefings presse, Patrick Mouyaya et Julien Paluku, mais Patrick Mouyaya a aussi rassuré que les chefs de l'État, qui s'est déjà montré disposé, communiquera bien sûr sur cette question pour la mise en œuvre de cette initiative. Donc, on renvoie encore une fois les gens à être patients et attendre à ce que les chefs de l'État, une fois son agenda devient un tout petit peu allégé, léger plutôt, là il peut donc convoquer ou soit accorder une réponse à cette demande. Alors, Julien Paluku, ancien gouverneur du Nord Kivu, de 2007 jusqu'en 2018, ou même 17-18, voilà, il a aussi dit quelque chose. Et là, lui, il considère ça comme cette déclaration comme étant un chiffon, donc quelque chose à laquelle on n'accorde même pas beaucoup d'importance. Ça, c'est Julien Paluku. Lui qui avait posé aussi 12, je crois c'était 12 questions à Joseph Kabila. Je ne sais pas s'il a déjà trouvé des réponses aux 12 questions qu'il avait adressées à l'ancien président de la République, qui fit son autorité morale, l'époque AMP, MP. Donc, Julien Paluku, il a travaillé avec Joseph Kabila dès 2007. Bien avant cela, parce qu'il fit membre aussi de l'AFDL. Les Julien Paluku que vous voyez, membre de l'AFDL, sous M. Laurent Désiré Kabila, et c'est sous le label AFDL, il avait justement obtenu les postes de maire de Boutembo, administrateur du territoire de Lubero, je crois même avec le territoire de Beni. Donc il a gravi quand même quelques échelons en parcours politique. Et la plupart, c'était sous Joseph Kabila. Sous Joseph Kabila encore, il fut ministre. Pourquoi j'ai dit sous Joseph Kabila? Parce que entre 2019 et 2000, donc avant l'Union sacrée, Julien Paluku était dans le FCC de Joseph Kabila. Et c'est avec sous le label FCC qu'il fut désigné ministre c'était un quoi encore son ministère? Ministre de l'Industrie en République démocratique du Congo. Son premier poste ministériel, c'était sous le label FCC de Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, il critique aussi tout ce que fait Joseph Kabila. Bon, à tort ou à raison, c'est lui-même qui connaît ses motivations. Nous laissons le suivre, mesdames et messieurs, toujours dans ces briefings presse, animés ensemble avec les porte-parole du gouvernement, Julien Paluku, toujours très dit envers les opposants. Il n'a jamais fait l'opposition, comme vous le voyez, Julien Paluku, et en écoutant certains membres de son parti, même dans les meetings, dans les matinées politiques animées par son parti, ils disent toujours qu'ils ne feront pas l'opposition dans ce pays. Suivez Julien Paluku dans les briefings presse d'hier. Nous voulons faire au pays. Et évidemment, il y a des réseaux qui sont là pour chercher à distraire l'opinion. Et on comprend les choix de cette date. C'est un choix stratégique pour chercher à montrer à l'opinion qu'il se passe aussi autre chose que ce que nous faisons ici aux États-Unis. Donc c'est une diversion. C'est comme ça que tu as parlé des non-événements. Vous savez, quand j'ai lu les documents, si vous prenez le point 3.2, vous voyez que le point 3.2 parle de la condamnation de ce qui se passe à Ituri et dans la partie nord Kivu sous état de siège. Vous vous posez la question des gens qui se disent congolais, qui condamnent ce qui se fait dans un environnement sous état de siège, mais qui ont la cécité, c'est-à-dire aveuglés, de ne pas voir ce qui se passe à Goma. Moi, je suis du Nord Kivu, j'étais gouverneur pendant 12 ans. Je connais les massacres qui se passent dans chaque localité au Nord Kivu. Mais des gens se réunissent qui se disent parler de la paix, mais qui ne savent pas dire au Nord Kivu et au Sud Kivu, voici ce qui s'y passe. Mais ils préfèrent aller citer Beni, hein, et Ituri. Je pense que quand on a dirigé un État comme la RDC, on doit s'empêcher d'avoir un certain nombre de comportements. Et lorsque j'ai vu
les documents. Les documents sont signés par 12 personnes. Prenez les documents et prenez les 3 derniers noms et voyez l'écriture de ces 3 noms. C'est la même personne qui a écrit et c'est la même personne qui a signé. C'est-à-dire on est en manque même de trouver des gens qui devaient signer les documents. C'est 12 personnes. Lisez les documents, vous allez trouver 3 derniers noms. 9, 10, 11, 12. Même écriture et même personne qui signe pour dire qu'on est en manque de trouver. Et les personnes qui étaient supposées être à l'avant-plan n'ont même pas signé. C'est-à-dire, elles préfèrent exposer les autres pour qu'elles savent les retombées de cette fausseté qu'on a mis dans l'opinion. Donc, moi, quand j'ai vu ce draft-là, je l'ai considéré comme un chiffon que l'opinion congolaise ne doit pas considérer, parce que quand on a dirigé un État, on doit s'empêcher d'adopter un certain nombre d'attitudes. On doit avoir de l'honneur, on doit avoir une grandeur, on doit viser plus haut. À la place, quand on devient chef d'État congolais, ce qu'on doit viser, c'est d'être président de la Commission de l'Union africaine pour diriger les autres chefs d'État. C'est de viser de prendre la francophonie, parce que pour moi, celui qui tient la francophonie ne mérite pas parce qu'on avait quitté la langue française. C'est de viser d'être secrétaire général de l'ONU. C'est ça les grands hommes. On ne peut pas être un grand homme pour dire à Ituri et au Nord Kivu, dans la partie Béni, il y a ceci, on va attaquer. Mais la posture des hommes d'État, c'est de concourir à la construction de leurs États. Ce n'est pas de les détruire. Moi, je voudrais lancer donc un message aux Congolais qui m'attendent en ce moment, qu'il s'agisse de celles du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'ensemble de la République, que les gens qui se sont réunis autour d'un draft que vous avez vu dans l'opinion n'avaient que pour objectif de détourner l'attention de ce qui s'est fait ici aux États-Unis, qui est un fait mobilisateur pour relancer la constitution du pays, et que donc la RDC va se dresser contre toute personne qui va chercher à distraire sa marche vers l'émergence. Ça, c'est de la pire politique. Hein? Voilà, comme ça se fait toujours en République démocratique du Congo. Là, c'est Julien Paluku, ancien gouverneur du Nord Kivu, sous Joseph Kabila. Parce qu'il revient bien sûr sur la déclaration signée hier par les participants au conclave de Nairobi. Julien Paluku, lui, qui évoque, il prend un point, il décortique justement un point lié à l'état de siège. Oui, l'état de siège toujours en vigueur au Nord Kivu et à Ituri. Alors, au Nord Kivu, c'est seulement au niveau de la partie occupée par, ou disons contrôlée par le gouvernement de Kinshasa. Parce que si vous arrivez à Goma, vous arrivez à Rutshuru, vous arrivez à Masisi, vous allez à Nyiragongo, une partie aussi de Lubero, l'AFC M23 avait donc mis fin à cet état de siège. C'est Corneille Nangaa lui-même qui l'avait dit. Mais à Beni, Butembo, Walikale, justement, et une partie de Lubero, l'état de siège est toujours en vigueur, comme en Ituri. Alors, pour Julien Paluku, les opposants, ces groupes des opposants, voilà, ne condamnent pas tout ce qui se passe à Goma, tout ce qui se passe à Bukavu avec l'AFC M23, mais parlent tout simplement des massacres en Ituri, des massacres à Beni. Mais c'est presque pareil pour le gouvernement congolais qui condamne, ou s'il peut condamner, mais c'est avec moins d'énergie, comme il est fait quand ce sont des massacres ou quand ce sont des tueries qu'on enregistre dans les zones contrôlées par l'AFC M23. Mais quand c'est à Beni, il y a même des centaines de morts qu'on a enregistrées les semaines dernières, mais le gouvernement, même pour faire un communiqué, on n'a pas vu ça. Même pour décréter quelques jours de deuil national, ça n'a pas été fait. Donc ça veut dire qu'il y a cette différence. Donc on ne considère pas, c'est une crise, oui, sécuritaire, mais qu'on ne considère pas de la même manière. Si vous dites que les opposants ne condamnent pas tout ce qui se passe au Nord Kivu, là où les M23 contrôlent au Sud Kivu, mais le gouvernement congolais fait la même chose. Les mêmes Julien Paluku, on les voit rarement aussi critiquer les massacres ou disons condamner tout ce qui se fait au niveau des les massacres perpétrés à Beni par les EDF, même en Ituri. Les phénomènes Codeco, comme on l'a dit. On ne voit pas en tout cas toutes ces condamnations. Voilà pourquoi j'ai dit il faut faire attention avec les politiciens. Cher peuple qui est en train de nous suivre, il faut toujours vous méfier de tous ces politiciens. Bien que c'est eux, malheureusement, qui sont censés à un certain moment
prendre les grandes décisions, mais il faut tout faire pour que les peuples aussi influencent d'une certaine manière les décisions que les politiques peuvent prendre, et non les contraires. Voilà un peu. Les mêmes Julien Paluku avait aussi, il faut le dire, on le rappellera toujours, parce que c'est son passé, et ça fait partie aussi de la politique en République démocratique du Congo. Les mêmes Julien Paluku en 2018, lorsqu'il avait tenu un point de presse, revenant sur toutes ces réalisations à la tête de la province du Nord Kivu, il avait critiqué sévèrement l'actuel président Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi nous vous disons, les politiciens à un certain moment, il faut faire attention avec eux. Ils changent par rapport au régime, là où les pouvoirs s'orientent. Et si c'est un politicien aussi assoiffé du pouvoir, il peut aussi changer et rester toujours le plus longtemps possible à la gestion, bien sûr, de la République. Julien Paluku avait critiqué Félix Tshisekedi comme quoi c'est un président de la République. Non, plutôt c'est quelqu'un, un candidat président de la République, il est en train d'embrouiller les gens au changement de la Constitution et pourtant, il est incapable d'enterrer son père. Julien Paluku l'avait dit. Il avait dit ça. Voilà. Mais aujourd'hui, il fait partie aussi de ses chouchous, de l'IDPS, les enfants aussi bien aimés, de la famille. Bon, on comprend. Donc, les mêmes Julien Paluku, ne soyez pas surpris, demain ou après-demain, il peut changer de camp et critiquer encore Félix Tshisekedi et toutes les DPS. Comme il est fait aujourd'hui avec Joseph Kabila. Il peut les faire. Pour lui, faire l'opposition, ça ne l'intéresse même pas, il n'y pense même pas. Donc il peut encore, si les pouvoirs changent, et c'est les mêmes opposants qu'il critique aujourd'hui, peuvent être au pouvoir encore demain, il sera avec ses opposants pour critiquer les DPS et Félix Tshisekedi. C'est ça. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça le dynamisme politique. Je ne sais pas comment, quel terme justement on peut donner ce genre de comportement. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, sur le terrain quand même, il faut le dire, en dépit aussi de cesser les faits signés, des mécanismes de cesser les faits, mécanismes de vérification voilà, de cesser les faits signés récemment, les combats aussi continuent. Mais bien avant de faire un petit point sur la situation sécuritaire, lisons quelques commentaires. Zading Ntoka, Katumbi a évité d'être associé par l'opinion congolaise avec l'AFC M23. Serge Bahati, Kabila s'est perdu. Absence de Moïse Katumbi, qui a tout compris. Il a tout compris vite, voilà. Les autres cherchent que l'argent chez Kabila. C'est l'avis de Serge Bahati. Zading Ntoka qui nous dit, voilà pourquoi Moïse Katumbi, déjà accusé par les experts onisiens d'être proche du M23, a refusé d'y aller pour ne pas confirmer les soupçons sur lui. Il revient encore en... Ah, bon, c'est les mêmes commentaires, je crois. Il a repris ça à des reprises. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe aussi? Parce que c'est vrai, les politiciens peuvent à un certain moment embrouiller les gens avec des histoires, avec des réactions, je ne sais pas, ou même des critiques aussi sévères vis-à-vis de tel ou tel autre camp. Mais des combats, il faut le dire, ont éclaté, mesdames et messieurs. C'est jeudi matin, c'est jeudi 16 octobre 2025. Là, nous sommes au niveau de la vallée de Nyiramariba, à Rutshuru, entre les rebelles de l'AFC M23 et les groupes armés Wazalendo CMC, FDP et les FDLR. Alors, selon des sources locales, on nous dit ici, mesdames et messieurs, que les hostilités ont commencé tôt, avec des échanges d'armes lourdes et légères. Et voilà donc la vallée, anciennement zone de repli de Wazalendo, a été bombardée par l'AFC M23 qui aurait même découvert des positions ennemies. Alors, les tirs ont donc provoqué la panique dans les villages environnants. Et là, on voit à Bumbacha et Kiahemba, où les habitants majoritairement agriculteurs, mesdames et messieurs, ont suspendu leurs activités et se sont bien sûr confinés dans leur maison, comme toujours. Alors, la situation qui reste confuse toujours, mais ici, aucune estimation des pertes en vies humaines ou matérielles n'est disponible, voilà. Mais on évoque aussi un accès à la zone qui est interdit, surtout aux civils. Les combats se poursuivent de manière sporadique, voilà. Donc, ça peut cesser, après ça reprend, sans pour autant qu'il y ait des signes qui l'annoncent. Et ces comportements est en train aussi de rendre très difficile l'aide humanitaire. Pour acheminer l'aide humanitaire, c'est toujours très compliqué avec cette escalade. Et il faut le dire, elle s'inscrit, cette escalade, dans une dynamique de violence aussi récurrente
Voilà, dans le groupement des Bukombo, où des affrontements armés sont toujours enregistrés depuis les débuts de cette semaine. Hein. Alors, donc, il y a une pression aussi militaire dans la région qui ne cesse d'augmenter, aggravant une crise humanitaire aussi préoccupante. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on peut retenir, les points qu'on peut faire sur cette situation aussi sécuritaire très, très alarmante. Alors, un noté bien qui nous est annoncé ici, Martin, donc, pourquoi Fayoulou, Katumbi, Kaboun, ces Sanga ont évité d'y aller? Alors, je ne sais pas, mais peut-être avec les explications de Jean-Claude Vouemba, disant que pour Kaboun, c'était prévu qu'il soit là, mais il n'a pas encore renouvelé son passeport. Comme s'il est bloqué quelque part, on n'arrive pas aussi à lui donner, à renouveler son passeport pour qu'il puisse faire des mouvements en dehors des frontières de la République démocratique du Congo. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir. C'est l'actualité aussi politique de l'ère en République démocratique du Congo. Donc, on va voir ce que ça va donner. Tout ce que ça représente. Alors, je vais lire ces messages, peut-être les derniers, parce que c'est très important. La question qu'on me pose, si j'ai un problème avec Palou, avec Julien Palou. Aucun problème avec Palou. C'est juste les faits. Nous ne faisons que vous montrer les faits. Lui-même, il avait critiqué Félix Tshisekedi. C'est pas moi quand même. Je ne suis pas en train de dire les mensonges. Il avait critiqué sévèrement Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il critique Kabila. Et j'ai dit, ne soyez pas surpris demain après demain. Si vous voyez les mêmes opposants aujourd'hui, qui viennent de créer ces blocs, s'ils ils accèdent au pouvoir, et voir Julien Paloukou donc entrer dans ces camps-là et critiquer Félix Tshisekedi et l'IDPS. Il peut le faire. C'est ça. Donc, loin de moi aussi, tout ce que vous pouvez dire contre Julien Paloukou. Toi-même, que penses-tu de ce qui s'est passé au Kenya? Ce qui s'est passé au Kenya, c'est comme ce qui s'est toujours passé au Kenya. Donc, les gens peuvent se rencontrer au Kenya pour discuter, parler politique. Je ne sais pas si c'est pour évoquer les histoires de l'AFCM 23, si ils sont des mèches ou pas, je ne sais pas. Jusque-là, je n'ai pas encore eu les faits pour les dire. Mais ce sont des gens qui se sont réunis, ils disent être des opposants, ils se sont réunis, donc ce sont des opposants, ils se sont réunis à Nairobi. Tout comme les caches qui étaient créés à Nairobi, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, c'était à Nairobi. Donc, laissez les gens faire leurs histoires, mais le plus important est que ça ne puisse pas avoir des connotations, disons, pour comploter contre la République démocratique du Congo. C'est le plus important. Mais laissez-les faire justement leurs histoires, et puis nous, on va voir les résultats que ça va donner. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qu'on peut vous dire pour l'instant. C'est l'actualité sur Web Info Télévision. Abonnez-vous comme nous le disons tous les jours. Commentez, partagez comme vous pouvez le faire surtout au maximum pour que d'autres personnes puissent comprendre ou disons puissent suivre aussi toutes ces actualités qu'on vient de décrypter ici. Merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé. On se retrouve très prochainement, mesdames et messieurs, mais entre-temps, restez toujours connectés. C'est Web Info pour la suite de nos programmes et nous serons toujours très contents justement de cette fidélité que vous ne cessez de renouveler.